Alors bonjour à tous, donc je vais maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo. Dans cette deuxième partie, je vais aborder la phase d'admission, les cours en licence, le cursus et les exemples de travaux en première année. Alors il faut savoir qu'il y a une première partie pour cette vidéo qui consiste à orienter les personnes qui souhaitent accéder à une école nationale supérieure d'architecture. Alors pour la phase d'admission en première année, donc tout d'abord il y a l'admission par dossier. Je ne vais pas développer les notes à avoir parce que en fait il y a peu de choses à retenir en bout du compte. Par exemple, il ne faut pas mettre en avant le fait d'avoir fait des maths. Les maths ne sont pas forcément quelque chose d'obligatoire en première année, enfin du moins les maths qu'on vous apprend au lycée. Donc si vous avez fait une filière littéraire ou même une filière artistique, vous pouvez largement intégrer une école d'architecture. Donc les maths ne sont pas vraiment importants. Enfin, vous allez en faire en architecture, mais on va vous apprendre en fait. Il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir là-dessus. C'est pour cela que je vais développer la lettre de motivation. Donc dans la lettre de motivation, il faut savoir être objectif. Donc quand je dis être objectif, c'est vraiment ne pas mettre des choses qui de mentir en fait dessus pour entre guillemets faire briller votre dossier, parce que en fait on va le voir après en entretien que c'est un peu faux. Voilà, soyez un maximum objectif. N'hésitez pas à parler de vos passions et de vos passe-temps, parce que c'est quelque chose que les profs cherchent. En fait, ils cherchent pas des étudiants qui s'y connaissent en architecture. De toute façon, ça, on va vous l'apprendre. Mais vraiment, ils cherchent des étudiants qui peuvent aller jusqu'au bout de leur motivation, en fait. Vraiment, en gros, ils veulent pas des étudiants qui vont partir en cours de route ou qui vont abandonner l'école, en fait. Il faut vraiment montrer que vous êtes motivé. Les phrases à éviter, c'est montrer que l'architecture est faite pour vous. Donc quand je dis ça, c'est que évitez de dire ouais, depuis tout petit je joue au Lego, et évitez d'apprendre des architectes en fait, voilà. Évitez voilà, comme j'ai dit avant, évitez le genre de phrase je joue au Lego quand j'étais petit, du coup l'architecture est faite pour moi. Et même des phrases du style je joue au Playmobil quand j'étais petit, du coup l'architecture m'intéresse. Voilà, c'est vraiment le genre de phrase qui peut énerver les examinateurs. Ensuite, ne citez pas trop d'architectes, dans le sens où on ne vous demande pas de connaître l'architecture avant sur votre lettre de motivation. Limite parler des architectes peut-être que vous aimez bien, voilà, mais pas trop non plus. Limite un ou deux, ça suffit amplement. Ensuite, il y a la phase d'entretien. Donc vraiment évitez de reciter la lettre de motivation, parce qu'en fait, les examinateurs, en tout cas d'après mon expérience, ils ont votre lettre de motivation sous leurs yeux. Si vous répétez la lettre de motivation, ça va juste être d'un ennui mort total. Et vous allez pas, il y a peu de chances que vous soyez accepté après. Ensuite, soyez un maximum relax. Faut éviter d'être crispé vraiment, soyez relax et vraiment faites en sorte que c'est un bon échange en fait. Et ne vous croyez pas dans un entretien d'embauche. Soyez un maximum vous-même. N'hésitez pas à ramener des portfolios de ce que vous faites, donc des photos, des dessins ou autres. Même si ça n'a aucun rapport avec l'architecture, vraiment montrez-leur les réalisations que vous faites. Ça montre votre sensibilité en fait. Et c'est un point que les examinateurs peuvent apprécier. Ensuite, ça a l'air tout con, hein, et même vous n'y pensez pas forcément, mais parlez d'événements marquants de votre vie et ce que vous en avez retenu, dans le sens où ça montre encore votre sensibilité, non seulement à un lieu, mais aussi par rapport à un événement comme il est montré là. N'ayez pas peur des silences, les examinateurs ne sont pas là pour vous rabaisser, ils sont surtout là pour vous connaître en un minimum de temps. Laissez-leur vous poser des questions pour qu'ils puissent vous découvrir en fait. Et des fois, il y a des écoles, lors de leurs entretiens, ils vous demandent de faire des analyses. Soyez un maximum objectif dessus. Dans le sens où dites vraiment ce que vous voyez et ce que vous en ressentez. Ne pensez pas forcément à l'architecture ou des trucs comme ça, sauf si c'est demandé par les examinateurs eux-mêmes.
Mais en tout cas, s'il n'est pas demandé, dites ce que vous en pensez en fait, soyez objectif. Maintenant je vais développer donc les cours en licence. Donc voici un exemple de relevé de notes de cours en licence. Donc vous pouvez faire des captures d'écran, les notes sont toutes faussées, ainsi que le rang, ainsi que les moyennes. Donc voilà, c'est juste pour à titre d'exemple. Voici aussi des mots à connaître très importants dedans. Donc il y a déjà les groupes d'enseignement. Donc ce sont les regroupements de cours à valider. Donc ça se valide en ayant une moyenne au-dessus de 10. Par exemple là, ce groupe d'enseignement, appelé aussi bloc, a une moyenne de 16,5. Donc évidemment c'est validé parce que c'est au-dessus de 10. Et entre parenthèses, on peut voir les coefficients. Les ECTS, donc, ce sont des sortes de points apportés par chaque matière. Ça montre leur importance. Donc, par exemple, le premier groupe d'enseignement, qui s'appelle la fabrique de projet, encadré en vert, vaut 15 ECTS. Donc ce sont des points en fait que vous apporte la validation d'un bloc. Donc ensuite les rattrapages, donc c'est une deuxième session de partiels qui est dans le but de valider un groupe d'enseignement. Donc il faut savoir qu'il y a des sessions de rattrapage uniquement pour les matières ayant eu des partiels. Parce qu'il y a des matières qui se font en contrôle continu, sur lequel il n'y a pas de rattrapage en fait. Du moins la plupart du temps non. Là je vous les ai encadrés en bleu. Donc par exemple ici sur la première matière, en rattrapage j'ai eu 18, la première note a été 8. Et en dessous du 9, ça veut dire que je ne suis pas passé le rattrapage en fait. Et enfin, pour la troisième matière, la note du rattrapage a été de 8. Ce qui fait une moyenne de 12,7. Donc la moyenne de 12,7 est composée, donc la moyenne de 18, 9 et 11. Parce qu'en fait, quand vous faites des rattrapages, ce n'est pas la note qui est retenue. En fait, la note de rattrapage est retenue uniquement si la note de rattrapage est supérieure à l'ancienne note. Donc par exemple, pour la troisième matière, pour calculer la moyenne, c'est la note de 11 qui a été comptée. Ensuite, le redoublement. Donc c'est en fait le redoublement d'un semestre en raison de la non-validation d'un groupe d'enseignement. Il faut savoir qu'on redouble uniquement le groupe d'enseignement qu'on n'a pas validé. Par exemple, si j'aurais raté la maîtrise technique, en fait j'aurais passé tout un semestre à revoir ces 3 matières en fait. Donc voilà pour le redoublement. Voici des exemples d'emploi du temps que vous pourriez avoir. Donc il y en a un qui est le semestre 2, donc en première année. Donc sur lequel vous pouvez voir en bleu clair, en bleu tout court même, les heures dédiées au projet, à matière de projet. Et enfin en jaune, les heures d'amphithéâtre, voilà. Et enfin de l'autre côté, donc un emploi du temps de deuxième année, donc deuxième année de licence, sur lequel les cours sont en visio, comme vous pouvez le voir. Et en bleu, les heures de projet. Il faut savoir aussi que les matières changent entre semestres, mais les heures entre guillemets de projet et d'heures en amphi ne changent pas. Par exemple, durant toute ma première année, c'était uniquement le mardi et le mercredi que j'avais cours en amphi. Et en deuxième année aussi, c'est mercredi et vendredi que j'ai cours pendant toute l'année. Donc ça change uniquement entre années, pas entre semestres. Voici des exemples de relevés de notes, donc tout bête. N'hésitez pas à prendre des captures d'écran parce que ce sont des faux relevés de notes avec des fausses notes et des fausses moyennes et des faux rangs. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vais maintenant vous parler des cours d'amphi, des TD, des options et des cours de projet. Donc les cours d'amphi, ce sont des cours en amphithéâtre avec toute la promo et les redoublants de cette matière. C'est une notation en contrôle continu, donc avec des travaux à rendre pendant le semestre, sinon avec un examen de fin de semestre, appelé aussi partiel, ou sinon les deux, contrôle continu et examen de fin de semestre.
C'est rattrapable durant les sessions de rattrapage, donc pour les notes en dessous de 10, comme je l'ai dit avant. Il y a environ 8 à 12 heures de cours par semaine en fonction des années, et c'est 2 heures par cours. Ensuite, il y a les TD, donc les travaux dirigés. Ce sont des cours avec un groupe de 30 personnes environ. Ce sont des travaux de groupe allant de 2 à 4 personnes en fonction de la difficulté du travail demandé. La notation est en contrôle continu aussi, donc avec des travaux à rendre pendant le semestre, sinon avec un partiel à la fin du semestre, ou les deux. Voilà, ça dépend, c'est comme les cours en amphi. C'est environ 2 à 4 heures par semaine en fonction des années, et ça dure 2 heures par cours. Ensuite, les options, donc art plastique, langue, informatique, etc. Donc c'est comme les TD, des cours avec un groupe de 30 personnes. Ce sont des travaux en groupe allant de 2 à 4 personnes, donc encore en fonction du travail demandé. C'est une notation en contrôle continu aussi, sinon avec un examen de fin de semestre, ou les deux. Ça dure environ 4 à 6 heures par semaine en fonction des années, et ça dure 2 heures par cours. Ensuite, il y a les cours de projet. Donc les cours avec le plus grand coefficient, ils ne sont pas rattrapables. Donc si vous ratez, vous redoublez le semestre automatiquement. Enfin, uniquement le cours de projet. C'est ce qui demande le plus de temps, donc évidemment vu que ça a le plus grand coefficient. C'est une notation en contrôle continu avec des corrections, donc les profs sont libres de vous donner des notes ou non, enfin voilà. Ça dure environ 8, il y a environ 8 à 6 heures de cours par semaine, donc ça change en fonction des profs, et les cours peuvent durer de 2 à 4 heures. Ensuite il y a les workshops, donc ce sont des travaux intensifs d'une semaine. Ils sont situés au début de chaque semestre et peut-être dans le cadre de cours de projet ou d'art plastique. Et il faut savoir que c'est une note à part dans le relevé de notes. Voici un exemple de calendrier d'une année, d'un semestre, donc allant de septembre jusqu'à février. Vous pouvez voir qu'il y a les fameuses semaines de workshop. Ainsi que les partiels, tout ça. Je vais maintenant vous parler du cursus proposé par les écoles d'architecture. Donc il faut savoir qu'il y a une formation initiale, donc de licence et master. Donc la licence qui dure 3 ans et le master qui dure 2 ans. Donc la licence est composée de 6 semestres, qui conduit au diplôme de licence en fait. Ça ne vous permet pas d'exercer en tant qu'architecte, mais ça permet de certifier un certain niveau. Donc vous pouvez ensuite faire de l'alternance pendant le master avec votre licence. Ensuite, il y a le master qui conduit au DEA, donc le diplôme d'état d'architecte. Donc à partir de là, vous pouvez exercer en tant qu'architecte après avoir eu le master. Et après le master, vous pouvez enchaîner soit par un cursus général, de 2 ans, soit un double diplôme avec d'autres écoles. Ça dépend de l'ENSA dans laquelle vous êtes. Sinon ensuite, ce qui est le plus courant, c'est l'HMONP, habilitation à maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est une année d'alternance, de cours et de travail en entreprise, qui vous permet de signer des contrats après et d'ouvrir votre propre agence. Sinon, il y a le 3e cycle qui conduit à un diplôme de doctorat qui dure 3 ans et ensuite des masters pour se mettre dans la recherche. Voici des exemples de travaux demandés en première année. Donc voici par exemple une planche d'une maison que j'ai réalisée. Donc le nom du projet était la maison des chercheurs. Le projet est situé à Roquebrune Cap Martin. Donc voilà, vous pouvez avoir une idée du travail qui m'a été demandé en première année. Et voici des photos de maquettes. Donc les photos de maquettes ne sont pas demandées, mais donc ici j'ai pris des photos pour la vidéo. Donc ce sont des maquettes comme ça qui vous sont demandées. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie des présentations des écoles d'architecture. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu et que si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, voilà.
Et si vous avez d'autres idées de vidéos, donc peut-être une vidéo plus courte qui résume plus ces informations, ben, n'hésitez pas à me le demander. Et surtout, n'hésitez pas à la partager pour aider les étudiants qui souhaitent aller dans des écoles d'architecture. Donc voilà, n'hésitez pas à partager celle-ci, elle est là pour ça. Je voulais aussi vous dire que toutes les informations que j'ai prises pour cette vidéo sont dans la description. Donc les visites virtuelles des écoles, ainsi que les vidéos que j'ai utilisées pour les points faibles et points forts des écoles. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime pour que cette vidéo soit référencée et pour qu'elle puisse aider un certain nombre de personnes.